Salam alaikum wa rahmatullah, je suis Sima Mustafa. Alors je vous présente aujourd'hui une activité sur la chaîne d'information. Donc c'est une activité destinée pour le niveau tronc commun, pour la matière sciences de l'ingénieur, donc pour la branche tronc commun technique. Alors pour cela, on va commencer par une illustration d'un système qui va faire le fonctionnement d'une porte automatique pour entrer dans un garage ou dans une cour. Alors pour le fonctionnement de cette porte automatique de garage, alors à l'arrivée de la voiture devant la porte de garage, le conducteur met son clignotant. Alors l'étape 1, le conducteur va appuyer sur la télécommande. Donc les ondes se propagent et sont captées par l'antenne de récepteur radio et le système va acquérir les informations. Alors, voyons ce qui se passe à l'intérieur du garage. Alors, que vous voyez là, à l'intérieur de ce garage-là, vous avez plusieurs éléments qu'il faut savoir. Donc, vous avez l'automate programmable, le moteur, les capteurs porte haute, les capteurs porte basse, les feux clignotants, les antennes et les photocellules. Alors, l'étape 2 maintenant, à partir de cette antenne, le signal chemine par le câble jusqu'à l'automate programmable. Donc, l'étape 3, ce capteur-là va acquérir l'information que la porte est en bas. Ça veut dire que la porte est en bas. Donc l'étape suivante, c'est l'étape 4. Donc l'automate programmable dans cette étape-là va traiter ces informations. Donc passons maintenant à l'étape 5. Donc l'automate qui se trouve dans le garage va déclencher le clignotement de feu au-dessus de la porte de garage pour communiquer à l'utilisateur que la porte va s'ouvrir. Donc l'étape 6, 3 secondes après le début du clignotement du feu, l'automate communique avec un relais interne bien sûr à l'automate, donc qui va donner l'ordre d'ouvrir la porte. Et l'étape 7, le relais distribue l'énergie électrique de 230 volts au moteur. Le moteur tourne dans le sens qui permet d'ouvrir la porte. Donc l'étape suivante, l'étape 8, le moteur va convertir une énergie électrique en énergie mécanique et il va transmettre par des poulies un câble ou une chaîne. Alors vous voyez là que la porte s'ouvre sous l'effet bien sûr du moteur. Donc l'étape 9, le capteur porte en haut va acquérir l'information que la porte est ouverte. L'automate reçoit cette information et la traite. Donc l'étape suivante, l'étape 10, l'ordre est communiqué au relais d'arrêter de distribuer de l'énergie au moteur et au feu clignotant. Alors l'étape suivante, l'étape 11, la porte du garage est grande ouverte, le feu clignotant est éteint. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape 12. Alors, les photocellules que vous voyez là sont en fonctionnement d'un faisceau infrarouge, non visible par l'homme, bien sûr, qui apparaît. Donc, il sécurise le passage de l'utilisateur. L'étape suivante, l'étape 13, quand la voie sera libre, le conducteur pourra tourner et entrer dans le garage. Alors, maintenant, passons. Donc, une fois on a 30 secondes, donc l'étape 14, si le conducteur tarde trop pour entrer dans le garage, la porte commence à se refermer car la fermeture est programmée 30 secondes après l'ouverture complète. Donc, si en appuyant ici sur la voiture, on voit que en entrant dans le garage, la voiture rend le faisceau des photocellules. Ces photocellules permettent d'acquérir l'information. Ça veut dire qu'il y a un obstacle sous la porte. Donc l'étape suivante, l'automate va traiter cette nouvelle information et va communiquer avec le relais qui modifie sa distribution d'énergie électrique
pour que le moteur tourne dans l'autre sens et donc que la porte s'ouvre. Donc l'étape suivante, l'étape plutôt 17, alors la voiture est entrée, la porte est en position haute, les photocellules ne détectent pas de présence, l'automate va acquérir ces informations et les traite. Donc le moteur, dans ce cas, le moteur est le FE à l'arrêt. Donc l'étape suivante, les photolyses ne détectent pas de présence de n'importe quel objet. Donc l'étape 19, après 30 secondes, l'automate donne l'ordre de descendre la porte et de faire clignoter le feu. Et l'étape suivante, c'est la fermeture de la porte. Donc l'étape 21, lorsque la porte est fermée, le capteur est activé à nouveau. Et l'étape 22, l'automate donne l'ordre de l'arrêt du moteur au feu clignotant et aux photocellules. Essayons maintenant d'étudier ce système. Alors, la première question, quel élément du système permet d'acquérir le signal du conducteur? Alors, l'élément qui va acquérir le système, c'est le capteur. Oui. Donc, le rôle de capteur, c'est d'acquérir l'information. Ça veut dire, à l'entrée, vous avez une grandeur physique. À la sortie de ce capteur-là, on aura une image de la grandeur physique. Maintenant, la deuxième question, essayons de compléter le schéma de principe ci-dessus en identifiant le nom des différents éléments du système. Donc, vous voyez là la figure qu'il faut compléter à partir, bien sûr, de ce qu'on a vu sur les étapes de notre système automatisé. Alors, premièrement, vous avez l'automate qui va faire le traitement ou la gestion de notre système automatisé. Deuxièmement, vous avez bien sûr le moteur qui va faire la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Alors, troisièmement, vous avez les capteurs. Alors, là, vous avez un capteur porte haute. Donc, il va signaler que la porte, elle est en haut, bien sûr. Alors, suivant, vous avez le capteur où le capteur porte, elle est en basse. Suivant, vous avez le feu clignotant, bien sûr, qui va donner l'information que pour diriger, bien sûr, la voiture qui est à l'extérieur. Vous avez bien sûr l'antenne, on va voir le rôle de l'antenne après dans les questions. Et vous avez les photocellules, sont des capteurs photoélectriques. Alors passons maintenant à la troisième question. Quels sont les critères du choix des capteurs en général? Alors pour cela, essayons d'étudier ce chronogramme. Alors vous avez l'objet à détecter. Alors l'objet à détecter, il faut répondre à plusieurs questions ou plusieurs conditions. La première, est-ce que l'objet est-il un solide? Si oui, alors il faut passer à une autre condition. Sinon, il faut passer à l'objet, est-ce qu'il est liquide ou non? S'il est liquide, bien sûr, il faut passer bien sûr à le choix. Donc il faut soit choisir les détecteurs de proximité capacitifs, soit de choisir les pressostats et les vacuostats. Sinon, pour l'objet est-il liquide ou non, donc sinon, il faut passer maintenant à la troisième condition. Est-ce que l'objet est-il gazeux ou non? S'il est gazeux, donc on va choisir le capteur de priostat. Donc on va revenir à notre condition, la première condition. Est-ce que l'objet est-il solide ou non? Donc on a traité déjà la partie sinon, donc il faut traiter maintenant la partie où il y a la condition oui. Donc si oui, donc il faut passer à une autre condition. Est-ce que le contact de détecteur avec l'objet est-il possible? Alors si oui, alors l'objet est-il masse supérieure à 500 grammes? Alors si le contact de détecteur avec l'objet est-il possible? Donc si vous avez par exemple le contact de détecteur avec l'objet est-il possible? Donc on a la condition non.
Donc il faut passer à l'autre condition qu'on a fait déjà, l'objet est-il liquide. Donc il faut passer maintenant à l'objet, est-ce qu'il est sous forme de masse supérieure à 500 kg? Sinon, il faut passer directement, est-ce que l'objet est liquide? Si oui, il faut passer à une autre condition, est-ce que la vitesse de passage de l'objet est-elle inférieure à 1,5 millisecondes? Donc si oui, il faut passer à une autre condition. Ça veut dire que si la fréquence de passage de l'objet est-elle inférieure à 1 Hz? Si oui, donc il faut passer maintenant au choix. On va choisir les interrupteurs de position mécanique. La troisième condition, est-ce que l'objet est-il métallique maintenant? S'il est métallique, si oui, il faut passer à une autre condition. La deux conditions, la distance objet détecte est-elle inférieure ou égale à 48 mm? Si oui, il faut passer à une autre condition, c'est l'espace de montage de détecteur est-il important? Si vous avez toutes ces conditions-là, il faut choisir les détecteurs de proximité inductifs. Sinon, il faut passer à la dernière condition, c'est est-ce que la distance objet, ça veut dire le détecteur, est-elle supérieure à 15 mm? Si oui, il faut passer à le choix il faut choisir les détecteurs photoélectriques et sinon, il faut choisir les détecteurs de proximité capacitive. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs conditions qu'il faut respecter pour avoir une idée sur le choix des capteurs. Maintenant, passons à la quatrième question. Quel est le type de chaque capteur utilisé dans cette application? Alors, on a vu que dans cette application, dans ce système automatisé, qu'on a utilisé trois types de capteurs. Premièrement, on a utilisé les capteurs par porte basse. Alors, ces capteurs porte basse, il est de genre des capteurs TOR, c'est-à-dire ce sont des capteurs logiques tutoriels qui dit de fin de course. Alors, pour le deuxième type de capteurs, ce sont des capteurs porte haute. Alors, pour le choix de ce capteur-là, ça dépend bien sûr du fonctionnement. Donc, on va choisir les capteurs TOR toujours, mais capteurs de position. Pour le troisième type de capteur, on va utiliser pour les capteurs ou les photocellules. Donc, les photocellules sont des capteurs photoélectriques. Alors, passons maintenant à la cinquième question. Quel est le type de capteur photoélectrique utilisé dans notre système automatisé? Alors, avant de répondre à cette question, il faut poser la question, quels sont les types des capteurs photoélectriques? Alors, pour les capteurs photoélectriques, il existe trois types. Le premièrement, capteur photoélectrique barrière, capteur photoélectrique reflet ou réflexe et capteur photoélectrique de proximité. Alors, pour les capteurs photoélectriques barrière, vous voyez là qu'il y a deux systèmes. Donc, vous avez l'émetteur et le récepteur. Donc là, tout type de matériaux opaques. Donc, il peut détecter tous les types de matériaux qui sont opaques. Alors, la condition pour utiliser ces capteurs-là, il faut avoir une condition sans contact la distance jusqu'à 10 mètres. Alors, le rôle et l'utilisation de ces capteurs-là, la plupart du temps, ils sont ici pour faire la détection d'une personne ou un bien ou un niveau, d'un portail, par exemple, ou la protection d'une piscine. Donc là, vous avez des exemples qu'on peut utiliser pour ce genre des capteurs photoélectriques barrières. Deuxièmement, les capteurs dits photoélectriques réflexes. Alors là, vous avez un émetteur ici qui va émettre le signal ou le signal infrarouge et va se refléter à partir d'un réflecteur. Alors ce genre des capteurs sont tout type de matériaux qui sont opaques. Alors la condition donc sans contact jusqu'à la portée ou la distance qu'il faut respecter ne dépasse pas 2 mètres. Alors il est utilisé pour faire par exemple de détection d'une personne au niveau d'une porte ascenseur, à l'entrée d'un magasin, etc. Alors pour le troisième type de capteurs sont les capteurs photoélectriques de proximité. Alors ces capteurs de proximité, donc vous avez donc là vous avez un émetteur et récepteur en même temps. Donc là il va détecter tout type de matériaux opaques bien sûr. Donc là la condition
ne dépasse pas 1 à 2 cm. Et là, vous avez l'utilisation. Ils sont utilisés pour la détection d'un objet sur une chaîne, par exemple, d'assemblage. Alors, revenons maintenant à notre question. Quel est le type de capteur photoélectrique utilisé dans notre système automatisé? Alors, vous voyez là, on a une garage. Donc, la plupart, le garage, donc la distance ou la portée qu'il faut utiliser, c'est ne dépasse pas entre 3 mètres et 4 mètres. Donc, pour cela, il faut utiliser, bien sûr, voilà, donc il faut utiliser les capteurs photoélectriques barrières, puisque c'est celui qui va faire la condition, qui va faire la portée jusqu'à 10 mètres. Donc là, vous avez les caractéristiques de ces capteurs photoélectriques barrières. Vous avez grande portée de détection, fidélité de commutation inférieure à 1 mètre, objet de taille réduite et finalement ambiance polluée. Passons maintenant à la 6e question. Quels sont les types de détecteurs de position mécanique utilisés dans ce système, bien sûr? Alors, avant de répondre à cette question, rappelons d'abord quels sont les détecteurs de position mécanique et quel est le rôle de ces détecteurs. Alors, donc, ces capteurs-là, ils sont utilisés pour détecter la position, le fin de course, la présence d'objets qui sont solides. Alors, il a les avantages suivants: sécurité de fonctionnement très élevée, fiabilité des contacts, bonne fidélité sur le point d'enclenchement, et ainsi de suite. Vous avez aussi la grande résistance aux ambiances industrielles. Et vous voyez là que ces détecteurs-là, vous voyez qu'il y a plusieurs types de ces capteurs-là. Alors, la question toujours, c'est quels sont les types de détecteurs de position mécanique utilisés? Donc, on va utiliser, bien sûr, ce type de capteur, qui dit capteur à galette. Donc, ils sont passage de 3 mm, échappement connectable. Donc, vous voyez là, donc le capteur utilisé pour notre système. Alors, la 7e question, quel est le rôle de l'antenne dans ce système automatisé? Alors, le rôle de ce système, ou plutôt le rôle de l'antenne dans ce système, c'est d'améliorer la réception des signaux et augmenter la portée de la télécommande, puisque la plupart du temps, l'antenne est reliée, bien sûr, à la télécommande. Donc, en cas d'écran radio ou d'un besoin d'émission lointaine, ne dépasse pas, je pense, ici 5 mètres, l'antenne améliore la réception des signaux et augmente la portée de la télécommande. Donc, la dernière question, quels sont les critères de choix de ces antennes? Alors là, j'ai choisi quelques antennes ici commerciales. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs types. D'abord, la première remarque, vous avez plusieurs types de ces antennes. Mais quelles sont les caractéristiques du choix? Ou quels sont les critères de choix de ces antennes? Alors, chaque antenne, donc si on prend l'exemple de l'antenne ANT-GSM 6 décibels 5E, donc c'est une antenne omnidirectionnelle qui a une fréquence. Donc, la première critère du choix, ou première caractéristique, c'est la fréquence. Alors, la fréquence, c'est entre 850 et 900 MHz et entre 1800 et 2100 MHz. Le gain, donc le deuxième caractéristique, c'est le gain. C'est entre 2 à 6 décibels. Avec équerre, quatrième caractéristique ou quatrième critère de choix, c'est les câbles 5 mètres plus le CMA mâle. Et là, vous avez plusieurs antennes que vous voyez. Donc, par exemple, celle-là, c'est le ANT-GSM bouton. Donc, vous voyez que la fréquence est différente par rapport au premier. Donc, la fréquence, c'est entre 800, 900, 1800, 1900 MHz. Vous voyez que le câble ici, c'est de 1 mètre, contrairement au premier qui est de câble de 5 mètres. Alors, merci pour votre attention.